Good Morning Business, le grand entretien. Il est 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Anthony Morel, c'est Côme Prostboucle. Bonjour, vous êtes le directeur général de Coinbase en France. C'est l'une des plus vieilles plateformes centralisées d'échange de crypto-monnaies. 105 millions d'utilisateurs dans le monde. On va parler notamment de l'intégration dans le S&P 500. C'était mi-mai dernier. Mais avant, on va parler de sécurité. Évidemment, avec vous, il y a eu vendredi un coup de filet avec 25 personnes qui ont été mises en examen pour tentative d'enlèvement et association de malfaiteurs. Ça fait bien sûr suite aux affaires de rapt ultra-violents dans les cryptos. Est-ce que cette annonce, ça vous rassure? Comment vous sentez là l'écosystème? Quelles sont les discussions que vous avez dans l'univers des crypto-monnaies? Effectivement, je pense que c'est une première vague d'arrestations qui rassure beaucoup de gens dans l'écosystème. Ça montre aussi l'efficience des services de police qui ont travaillé sur ces affaires depuis le début. Il reste quand même un climat un peu de tension. On a des consignes assez intéressantes sur comment aussi nous protéger, comment protéger nos proches et protéger nos fonds. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui nous rassure et on voit qu'il y a un travail de la police, du ministère de l'Intérieur qui est en train d'être effectué. Mais c'est-à-dire qu'il faut être clair, c'est quoi l'état d'esprit? Parce que nous, ce qu'on nous a remonté, par exemple, ce sont des acteurs qui ont beaucoup de crypto, qui demandent à leur banque, en cas de rançon, comment on paye, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on débloque comme fonds, avec des demandes de sécurité privée qui augmentent. Est-ce que vous avez des clients qui vous posent des questions? Ça se passe comment? On a des clients qui, effectivement, posent beaucoup de questions sur comment mieux protéger leur compte, comment moins apparaître, en tout cas sur Internet, ou en tout cas se protéger de, par exemple, ne pas avoir son adresse personnelle disponible sur Internet, ou plein de bonnes pratiques en fait qui permettent un premier palier de sécurité avant avoir de la sécurité personnelle et tout, qui est quand même un saut assez important en termes de sécurité. Anthony. Mais alors le fait d'être sur une plateforme dans ce contexte-là de rapt à répétition, est-ce que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient? Parce qu'il y a toujours ce proverbe dans les cryptos, on dit not your keys, not your coin. C'est mieux d'avoir sa clé avec ses crypto-monnaies dessus à soi. Est-ce que c'est mieux finalement d'être sur une plateforme? Ça crée un intermédiaire supplémentaire, ou est-ce que c'est encore plus dangereux? Parce que si je me fais kidnapper et qu'on me demande de me connecter à mon compte Coinbase et de virer les fonds, en fait ça se fait en 2 secondes, quoi. Je pense que ce qui est important, c'est déjà, il y a de la diversification. C'est aussi important d'avoir plusieurs plateformes, de pas centraliser la totalité de ses fonds. Après, sur des plateformes comme Coinbase, on permet de whitelister des adresses de dépôt ou de transfert, ce qui permet de ne pas pouvoir envoyer de l'argent à n'importe qui, n'importe quand. Il faut quand même avoir ce processus de validation. Donc, on a des systèmes de double authentification aussi qui amènent plus de sécurité sur, en tout cas, l'accès à des fonds. Mais on imagine si quelqu'un se fait, scénario hypothétique, mais se fait enlever, on lui demande transfert des fonds, il a un compte Coinbase et donc il transfère les fonds. Est-ce qu'il y a moyen ensuite de revenir en arrière? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement une fois que ce genre de choses est fait? On peut apporter de la sécurité en amont pour éviter ce genre de scénario, et après on peut comme tout est traçable sur la blockchain, tout est transparent, tout est identifiable, on peut travailler avec avec les services de sécurité dans les différentes juridictions pour permettre une traçabilité des fonds, récupérer les fonds et suivre un peu les malfaiteurs pour récupérer les fonds in fine. Alors, il y a la sécurité des personnes et puis il y a la sécurité des cryptos et des données personnelles. Il y a eu c'était pas une cyberattaque, c'était un vaste piratage dont vous avez été victime, Coinbase. Alors là, ce sont des données personnelles de 70 000 clients qui ont été dérobées. Comme dit souvent Anthony Morel, le problème entre la machine et entre le clavier et la chaise, c'est l'humain. Là, typiquement, c'est ça, c'est que ce sont des salariés à qui on a proposé des pots de vin, en gros, pour donner les données personnelles des clients. Comment on fait pour pallier à ça, sachant que c'est facile d'aller proposer de l'argent pour pouvoir faire ce type de piratage? Oui, effectivement, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est pas un hack technologique. On n'a jamais connu de hack technologique, en tout cas chez Coinbase. C'est vraiment effectivement des pots de vin sur des individus. La façon dont on l'a traité, ça a été un peu comme ce qu'on fait de façon naturelle, c'est de la transparence et un ajout de sécurité, donc de la transparence sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui a été affecté. On a tout de suite contacté les personnes qui ont été affectées. Toutes ces personnes-là vont être remboursées. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est rajouter des niveaux de sécurité en interne, donc ajouter des garde-fous pour que
tel type de personnes ait moins accès à tel type de données et vraiment segmenter un peu les accès aux différentes données en interne. Ce qui est intéressant, c'est que les cyber-escrocs demandaient une rançon de 20 millions de dollars et vous, en fait, vous avez dit on ne vous payera pas, mais on va mettre 20 millions de dollars pour toute information qui permettrait de retrouver ces personnes. Et ça en est où alors d'ailleurs ? C'est le travail est en train de... J'ai pas de nouvelles aujourd'hui à donner, mais le travail est en train d'avancer effectivement. Comment on fait côté client? Parce que là, il va falloir lutter contre le phishing où on vous envoie des messages avec vos données personnelles. Là, il va falloir faire un peu de pédagogie. C'est très clair. Il va y avoir beaucoup de pédagogie. Il y a beaucoup de tentatives de phishing sur nos clients, mais comme sur tout service finalement digital, où en permanence on est sollicité par des arnaques, par des demandes diverses ou variées d'agents Coinbase, d'agents de sa banque en ligne ou autres. Donc il y a énormément de pédagogie à faire et effectivement c'est un travail de fond sur lequel on est en train de travailler. Vous avez intégré Coinbase, le S&P 500, le 19 mai dernier. C'est la première entreprise de crypto à le faire. Finalement, c'est une entreprise comme les autres. C'est un beau signe, c'est une belle reconnaissance du marché. Effectivement, on a intégré le S&P 500 il y a quelques jours maintenant. Le S&P 500, c'est effectivement l'indice de référence pour les sociétés américaines. Ça représente 80% de la capitalisation boursière. Et c'est un vrai parcours qui nous a amené jusqu'ici. Effectivement, en 2021, on a été la première société crypto cotée en bourse, qui a déjà été un premier moment pour le marché, pas seulement pour Coinbase en tant qu'entreprise, mais vraiment pour toute l'industrie crypto. Aujourd'hui, intégrer le S&P 500, c'est vraiment suivre un peu cette vague d'adoption technologique où il y a un premier moment où finalement on est ignoré par le marché, puis après ri par le marché, combattu par le marché, et finalement. Et puis après, on est dans le S&P 500, quoi. Aujourd'hui, on est adopté. Mais est-ce que ça veut dire justement que l'ère du soupçon par rapport, j'allais dire aux cryptos, mais surtout aux plateformes crypto, est derrière nous? On a eu le scandale FTX, il y a eu quand même tout un tas de choses pas forcément très reluisantes. Là aujourd'hui, on est passé vraiment dans une autre ère avec des acteurs qui ont pignon sur rue d'une certaine manière. Il y a un peu de ça et surtout il y a aussi un travail qui a été fait sur la régulation depuis quelques années. En Europe, on a MiCA. Aux États-Unis, c'est des sujets qui avancent énormément ces derniers temps avec plusieurs lois qui sont en train d'être votées, que ce soit sur les stablecoins ou des lois d'infrastructure de marché. Donc je pense qu'il y a effectivement des mauvais acteurs qui sont de moins en moins présents, mais en même temps contrebalancés par une régulation qui augmente, qui aussi donne de plus en plus confiance dans les acteurs qui restent et qui sécurise finalement le client final. Est-ce que Donald Trump, au final, il fait du bien ou du mal aux crypto-monnaies? C'est-à-dire que quand il annonce qu'il va faire une réserve en crypto, quand il annonce qu'il va y avoir de la réglementation, bon, ça peut peut-être faire du bien, mais quand il fait des dîners avec 220 personnes où on peut le toucher de près si on a investi dans sa propre crypto, est-ce que là, il fait vraiment du bien à l'ensemble du secteur? Effectivement, il y a un peu de tout. Là où le gouvernement actuel aux États-Unis tient parole, en tout cas sur ces campagnes et sur tout ce qu'ils ont annoncé, c'est sur la partie régulation et l'avancée de la régulation. Après, ce que lui fait en tant que personne, effectivement, ça c'est quelque chose d'autre à juger, mais ce qu'il fait en tant que régulation et ce que le Congrès aujourd'hui qui porte plusieurs lois et qui est vraiment le Congrès le plus pro-crypto depuis sa création, c'est quelque chose qui est hyper important et qui aujourd'hui fait avancer l'industrie. Et justement, alors à votre avis, ce sera quoi les prochains catalyseurs sur le marché des cryptos? Parce que là, on est un peu dans l'incertitude. On a eu les ETF, on a eu la politique très pro-crypto de Donald Trump, effectivement, la réserve stratégique. C'était vraiment ce qui devait driver le marché. On a eu un nouveau all-time high, comme on dit, un nouveau record pour le Bitcoin la semaine dernière. C'est quoi la suite? Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est en termes d'adoption, parce qu'effectivement, il y a toutes ces informations de marché, mais derrière, quand on regarde l'adoption, en France, aujourd'hui, on est entre 10 et 12%. Ça a baissé l'an dernier. Qui a baissé, on est un peu dans les marges d'erreur statistiques, mais il n'y a pas fondamentalement eu de croissance effectivement d'adoption en France sur la dernière année. Par contre, là où on voit une énorme adoption, c'est sur le nombre de personnes qui veulent investir en crypto. L'an dernier, on était à 23% de non-détenteurs de crypto qui souhaitaient investir en crypto et aujourd'hui, on est à 33%. Donc, ce qui montre qu'il y a aussi une volonté des consommateurs finaux de vraiment s'exposer à cette classe d'actifs. Et quand on voit le PSG, Anthony Morel nous racontait ce matin qu'ils ont des cryptos dans leur trésorerie, soit pour attirer les jeunes, soit parce qu'en fait ils se diversifient. Ce type d'annonce, ça fait que les gens se mettent à en acheter ou pas? Ces types d'annonces, ça amène effectivement de plus en plus les cryptos dans le débat. Je ne sais pas si c'est ça qui pousse l'adoption, mais c'est plutôt avoir le Bitcoin, par exemple,
en tant qu'actif présent dans le débat public par des annonces de sociétés privées comme le PSG qui en détiennent dans leur trésorerie pour apporter plus de valeur aux actionnaires, c'est effectivement quelque chose qui ramène le Bitcoin dans les débats publics. Un mot sur les ambitions de Coinbase et sur la suite. Le patron monde, Brian Armstrong, a dit que l'ambition de Coinbase, c'était de devenir l'application de services financiers numéro 1 au monde d'ici 5 à 10 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire se diversifier hors des cryptos, vendre des actions, ouvrir des comptes bancaires sur Coinbase. C'est quoi la suite? Notre volonté, c'est vraiment de rester sur des produits qui vont être on-chain. Donc, on a annoncé il y a quelques semaines maintenant le rachat de Deribit, qui était le leader mondial sur les options crypto. On a aux États-Unis des produits de prêt et d'emprunt Lombard en déposant des bitcoins pour récupérer des USDC, donc des stablecoins dollars. C'est plutôt de se diversifier sur ces services financiers, mais qui sont on-chain. Ça veut dire quoi, rester on-chain? Ça veut dire rester sur des actifs qui sont tokenisés sur la blockchain. Pas sur des devises classiques. Pas sur des devises classiques. On n'ira jamais vers des actions classiques comme peuvent faire d'autres plateformes. Nous, on veut vraiment rester sur les bénéfices de la blockchain. Merci beaucoup, Côme Prosboucle, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, directeur général de Coinbase en France.